pépettes, bienvenue sur la chaîne Culture dans la bonne humeur. Si Batman et Superman sont considérés comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, la seule chose que l'homme chauve-souris doit aux Kryptoniens, c'est sa naissance. Clark Kent est le premier super-héros de l'histoire des comics et tous ceux qui viennent juste après lui sont calibrés par rapport à lui. C'est le modèle de référence. Sauf Batman. Bien qu'il ait failli lui aussi être une pâle copie de Superman. Alors que s'est-il passé? Est-ce vrai que ces deux papas se sont clashés dans les studios? Quelles sont les sources d'inspiration du personnage? On voit ça tout de suite. En 1939, après 10 ans de crise économique aux États-Unis, les super-héros ont la côte, et ce, grâce à un extraterrestre orphelin qui porte une culotte rouge sur un collant bleu. Oui, les aventures de Superman publiées en 1938 chez Action Comics sont lues chaque mois par des milliers d'enfants. Un succès financier phénoménal. Action Comics appartient à la maison d'édition Detective Comics, dit DC, spécialisée dans les polars. Alors Superman, c'est le jackpot pour elle, mais elle ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il lui faut maintenant un héros capable de concurrencer Superman, mais cette fois pour les albums de DC Comics. Et elle se met à la recherche de la perle rare, mais qui pourra les aider à y arriver? Detective Comics engage Bob Kane, un jeune dessinateur, avec pour mission d'imaginer ce super-héros challenger direct de Superman. Kane a 22 ans et il a faim. Il ne touche au maximum que $50 par semaine, une misère. Alors quand on lui murmure à l'oreille que les deux papas de Superman en touchent 800, bon, croyez-moi, la motivation est au top. Tellement au top qu'il n'a pas froid aux yeux. La première version de l'homme chauve-souris est loin de celle que nous connaissons. Oh, une explosion de couleurs. Blond, en costume rouge, avec un bandeau sur les yeux pour la touche mystère et la culotte noire sur le collant. Il s'appelle alors Bat-Man. Oui, alors, petite devinette, selon vous, quelle est la source d'inspiration directe de Bob Kane? Non, c'est pas Superman. Zorro! Et l'acteur qui l'incarne à l'époque, Douglas Fairbanks. Alors, par contre, pour les ailes de chauve-souris, il remonte un peu plus loin dans le temps et va puiser dans les dessins de Léonard de Vinci. Son modèle de machine volante. Il s'inspire aussi du film de Bat Whispers, voilà, emballé, c'est pesé. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Pour le scénario, Bob Kane engage une connaissance, Bill Finger. Alors, c'est une simple formalité pour Bob Kane, mais il n'en est rien. La collaboration entre les deux hommes va bien sauver Batman du ridicule, mais non sans clash. Parce que Finger n'est pas du tout emballé par la version flamboyante du super-héros. Il veut marquer une vraie différence avec Superman qui de toute façon est un extraterrestre qui évolue dans un univers de science-fiction. Non, pour lui, Batman doit dégager plus de mystère. Après tout, c'est un être humain qui évolue dans l'univers du polar et qui résout plus d'enquêtes. Alors, il suggère de lui recouvrir totalement la tête, d'ajouter des oreilles pointues, d'oublier le rouge et de passer au gris contrasté de noir gothique. Avec toujours la culotte noire sur le collant, mais bon, c'est moins flashy. Côté scénario, Finger veut insuffler plus de profondeur au personnage et pour cela, il puise dans 3 univers, le polar, le gothique et le romantisme. Finger a abattu un travail colossal. Oh, ne fuyez pas! On voit ça tout de suite. Si Sherlock Holmes avait les super gadgets de James Bond, eh bien, ce serait Batman. Finger lui invente un double civil, Bruce Wayne, l'archétype du héros de film noir. Alors, traumatisme d'enfance, voix off, introspection, femme fatale à proximité. Petite anecdote, le nom Bruce Wayne vient de Robert Bruce d'Écosse. Finger voulait un nom qui sonne colonial, histoire de bien marquer la différence sociale entre Batman et les autres. Alors, on a fait une petite vidéo sur les personnages historiques qui ont inspiré des caractères de bande dessinée. Et si une suite vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous nous mettez un petit commentaire.
Ajoutons-y l'image négative de la ville, Gotham City, personnage à part entière du comics. Alors, le nom Gotham vient de l'imaginaire gothique, Gotham, qui renvoie à une version très sombre du Moyen-Âge. Gotham City est le reflet des grandes mégalopoles américaines, attirantes, brillantes, un pur joyau du triomphe capitaliste, mais totalement gangréné par la criminalité et la pauvreté. Cette vision monstrueuse de la ville, typique des films noirs, trouve son inspiration dans le romantisme. Aucune idée ne tombe du ciel, vous le savez, tout se recycle. Et pour écrire l'univers de Batman, Fincher puise par petites touches dans le romantisme et le gothique. Batman est un chevalier de Dark Knight, surnom qui lui est donné dès 1940. Alors il combat des monstres issus des bas-fonds de la ville. Cette image, elle vient tout droit du 19e siècle. Durant la révolution industrielle, les grandes villes européennes ne sont pas sûres. Elles sont envahies par des populations rurales à la recherche d'une vie meilleure. La pollution, la misère créent des foyers de contestation et de violence. Comme à Paris, lors de la Restauration, puis de la monarchie de Juillet. Alors, vous vous souvenez de Gavroche, c'est la faute à Voltaire? Voilà, on est en plein dedans. De nombreux auteurs issus de la bourgeoisie craignent cette classe ouvrière. Ils la décrivent comme barbare, venue du tréfonds du Moyen-Âge. La cour des miracles de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, livre très lu aux États-Unis, est l'exemple parfait de cette idée. Pour information, Victor Hugo n'a pas toujours été du côté du peuple, et ceux qui ont étudié comme moi les châtiments au bac savent de quoi je parle. Alors si jamais une vidéo sur le caractère bien trempé et licencieux de monsieur Victor Hugo vous intéresse, petit commentaire. Voici comment Fincher a matérialisé cette idée. Dans les entrailles de la ville grouille une population difforme, le pingouin, ou des bouffons, le Joker, et ils en veulent aux valeurs de la société. Alors Bruce Wayne, alias Batman, seigneur sur ces terres, se transforme la nuit en chevalier pour pourfendre ces criminels immondes. Cette image stylisée du Moyen-Âge se retrouve un peu partout. Le château du moine, l'un des premiers super vilains qu'affronte Batman en 1939, ou alors le côté gargouille de l'homme chauve-souris veillant toujours sur les hauteurs de Gotham. Ne l'oublions pas, Fincher veut vraiment marquer la différence avec Superman. Résultat, Batman est quand même beaucoup plus radical avec les super méchants. Et là, Bob Kane commence à avoir peur, d'où la création d'un nouveau personnage. Non, ce n'est pas Alfred. Ce n'est pas non plus Selina Kyle. L'arrivée du jeune Robin en 1940 vient adoucir le côté brut de décoffrage de l'homme chauve-souris. Le jeune Robin est inspiré de Robin des Bois, cela va sans dire, mais aussi d'Errol Flynn, l'acteur qui interpréta le célèbre bandit avec nombreuses cabrioles dans le film Robin des Bois de 1938. L'injustice de cette histoire, c'est que Bill Finger n'a pas chômé, il a fait quasiment tout le travail, mais c'est Bob Kane qui récolte les lauriers de la gloire, parce que oui, Bob Kane, c'est un malin. Je vous l'avais dit qu'il avait faim. Alors, il négocie avec DC un contrat qui oblige l'éditeur à signer toutes les histoires de Batman de son nom, Bob Kane, et ce, même s'il n'a rien écrit ou rien dessiné. C'est d'autant plus scandaleux que minimisé dans son travail, alors même qu'il a contribué à améliorer d'autres projets que celui de Batman, Fincher meurt en 1974 sans que DC Comics ne rétablisse la vérité sur son implication. Il faudra attendre 2014 pour que la maison d'édition daigne enfin lui rendre justice. Voilà, merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Alors vraiment, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et puis partage, ça nous fera plaisir. Allez, à bientôt.